militantisme et valeurs. La troisième thématique issue de la restitution des rencontres territoriales. Quels sont les éléments de langage, d'analyse qui sont ressortis, Thierry, de ces rencontres? Alors, toujours sur cette articulation avec nos 4 axes, changement, enjeux, spécificité et perspective, il est évident que sur l'aspect militant, ce qu'on appelle couramment depuis quelque temps la crise du bénévolat, par exemple, est ressorti avec des points comme la baisse de motivation des militants, bénévolat plus difficile, recrutement, volontariat, manque de reconnaissance. Donc ce sont des éléments qui font partie de notre paysage depuis quelque temps, et ce qui montre aussi en termes d'enjeux et de perspectives qu'il y a un gros travail autour de la valorisation du bénévolat, mais aussi autour de la montée en compétences des bénévoles, c'est-à-dire qu'il faut que les bénévoles soient beaucoup plus à même de maîtriser, de s'approprier tout le secteur concurrentiel, notamment face aux entreprises marchandes, à toutes les démarches d'appel d'offres et autres. Et en parallèle, il faut aussi fortifier ce qu'on appelle les valeurs, le projet associatif, pour qu'on ne se noie pas dans la technicité, dans tout ce qui est administratif et dans tout ce qui est le volet économique de la chose. Donc là, on retrouve cette double articulation où il faut être technicien, mais il faut aussi bien s'ancrer dans nos valeurs de l'ESS. Et là, en termes de perspective, bien entendu, on retrouve des axes qui ont été menés en termes de développer les sentiments d'utilité, de définir les valeurs partagées, de reconnaître les compétences et les valoriser, de recréer le lien, la confiance entre les habitants, les bénévoles, les dirigeants. Et ça augure des perspectives qu'on avait dit sur les 3 autres diapos, qui sont effectivement de l'ordre de tout ce volet de formation, d'accompagnement. Et là, je crois que tant sur les valeurs que sur le technique, ce qu'on peut appeler le projet associatif pour les associations est un élément qui doit faire la force. Et souvent, dans les projets naissants, en ce qui concerne les associations que je connais mieux, effectivement, c'est une façon de bien ancrer son projet. Et souvent, on va rester, par exemple, sur la dimension administrative, déposer les statuts, etc., monter les projets. Et on va peut-être pas assez étayer et ancrer son projet sur justement le projet, quelle finalité, quelle est son histoire, quelles sont ses valeurs, et je crois que ça, c'est quelque chose d'important, d'autant plus qu'avec l'arrivée des entreprises qui veulent être habilitées et rentrer dans le cadre de l'ESS, c'est bien là une des différences sur lesquelles il faut insister aussi avec eux. Voilà. Merci. Des éléments de précision? Alors, d'une manière transversale, ce qui ressortait sur l'ensemble des 4 rencontres territoriales, c'est la valorisation. Voilà, c'est un besoin ou une demande viscérale des participants de se dire on est dans l'ESS et on a besoin de communiquer, qu'on nous reconnaisse de par les valeurs, de par nos pratiques, de par la richesse que l'on crée sur le territoire pour les Réunionnais. Et c'est vrai que ça, c'est ce qui en ressort, et notamment sur l'axe militant ou bénévolat, puisqu'en fait, comme vous le savez, le militantisme ou l'engagement ou le bénévolat, c'est le socle de nos entreprises. Et sans cela, on n'a pas forcément la gouvernance que l'on souhaite, on n'aura pas forcément l'accompagnement. Tout à l'heure, vous l'avez dit, on n'aura pas le conseil ou le regard de nos pairs sur ce que l'on fait, sur les écueils à éviter, à travers de l'encouragement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se heurte en fait à un constat où on a une érosion, c'est vrai, du bénévolat. Puisqu'on est sur une pyramide inversée, donc les bénévoles prennent de l'âge et il faut pouvoir préparer voilà, la prise de relais. Donc ça a un lien, c'est vrai, avec, tout à l'heure je le disais, pas ESS, l'éducation à l'ESS, éduquer les jeunes, oui, mais notamment aussi à ce partage de valeurs que nous avons. Et d'une manière générale, l'autre point qui est ressorti aussi de cette thématique, c'est aussi l'éthique. À travers le militantisme ou l'engagement, c'est la préservation de l'éthique ou des bonnes pratiques et des valeurs qui font l'ESS. Pour compléter, et juste pour terminer, vous le voyez dans la petite bulle demain, on parle de définir des valeurs partagées,
va dire, transversales ou intrinsèques en fait à l'ESS, qui permettent à chacune de nos structures de se reconnaître. C'est vrai, parce que nous avons chacune des valeurs respectives, mais en même temps qui peuvent être aussi communes. Et ce qui avait été mis en évidence également, c'est de pouvoir, et là c'est ce qui est mentionné, lutter contre le, alors je vais employer un mot barbare aussi, puisque voilà, je l'ai découvert également, le greenwashing ou le social washing. Voilà, c'est-à-dire que vous avez des entreprises qui communiquent sur un modèle, on va dire, vertueux en termes d'investissement ou de capitalisation sur l'environnement, de redistribution sur l'environnement, etc., mais qui ne partagent pas véritablement dans leur modalité de fonctionnement les valeurs de l'ESS, les pratiques, les modèles économiques et les fondements qui font l'ESS. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est ressorti de ces ateliers collaboratifs. C'est-à-dire qu'il faut préserver notre modèle, il faut qu'on communique, il faut qu'on préserve, et il faut qu'aussi on prépare l'avenir, et notamment les futurs engagés de demain. En fait, je voulais revenir sur le fait que monsieur disait qu'il fallait trouver un équilibre entre l'économie et le bénévolat. Et c'est vrai que nous, on a beaucoup discuté, on a beaucoup mis au débat pour savoir quelle était la forme juridique qu'on allait choisir pour pouvoir trouver justement cet équilibre entre l'économie et le volontariat. Et on a peut-être fait un choix un peu audacieux qui a été très mouvementé dans les discussions. On a décidé d'être une SARL avec une demande d'agrément ESUS. Et c'est vrai que quand on parle d'ACRL dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, ça peut parfois heurter les uns et les autres, mais c'est un choix qu'on a fait parce qu'on voulait vraiment montrer qu'on pouvait faire de l'économie et du bénéfice ou des profits, mais tout ce profit et ce bénéfice sera inévitablement reversé à l'entreprise pour qu'elle reste pérenne. Et en ce sens, on voulait que dans notre entreprise, il existe un workshop, un endroit, un lieu d'échange ou de partage qui permettra justement aux bénévoles de faire partie intégrante de l'entreprise et de pouvoir être lui-même acteur de nos prestations et acteur de son territoire. Et c'est vrai que c'est compliqué de trouver cet équilibre-là, c'est compliqué de trouver la motivation chez le bénévole qui doit venir chez nous et il attend beaucoup de nous et il attend beaucoup de lui aussi déjà. Et à travers la CRES, on a pu découvrir que c'est possible de faire les deux. C'est possible de créer du profit, c'est possible de créer des bénéfices et c'est possible de promouvoir la compétence et le potentiel de l'habitant du quartier. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à parler de SARL ou de commerce dans l'économie sociale et solidaire, mais trouver le juste équilibre entre l'économie et le social. Voilà. Oui, Fabienne. Je souhaiterais rajouter, Madame a parlé d'une structure, d'une SARL. Moi, je parlerai en tant que bénévole d'association pour avoir travaillé dans plusieurs petites structures en tant que bénévole. Aujourd'hui, les difficultés que rencontrent certaines de ces petites structures, c'est de trouver des moyens financiers. Les bénévoles sont face à des difficultés où ils ne savent pas quoi faire, comment faire. Et je rejoins Madame lorsqu'elle dit qu'il est possible de faire collaborer les valeurs et l'aspect économique. Et je pense qu'il y a un accompagnement à faire à ce niveau-là, notamment par le bénévolat de compétences, puisqu'on demande à ces petites structures de devenir de plus en plus de se professionnaliser à plusieurs niveaux et on leur demande également de trouver d'autres moyens, d'autres ressources pour pouvoir continuer à survivre, à vivre, à pérenniser leur activité. Et donc je pense que il y a quelque chose à faire au niveau des bénévoles, notamment au niveau du bénévolat de compétences pour accompagner justement ces petites structures et pour encourager à d'autres personnes à participer au sein de ces petites structures, de leur donner les moyens, des méthodes, des techniques pour pouvoir aller chercher des ressources et surtout pouvoir gérer les difficultés qu'ils rencontrent au sein de ces petites structures. Merci bien Fabienne. On parlait de crise du bénévolat. Comment se vit cette crise désormais au sein des structures de l'économie sociale et solidaire, Thierry ?
Alors, sans répondre précisément, je n'ai pas la réponse précise, mais en tout cas, quelques éléments par rapport à ça, qui rejoint ce que Madame venait de dire, c'est qu'on se rend compte que à travers cette crise du bénévolat, il y a un déplacement des motivations et de la façon de se mobiliser pour des bénévoles, même s'il y a aussi une crise réelle avec moins de bénévoles. Mais il y a aussi en parallèle, donc, un fait, c'est que les bénévoles n'interviennent plus comme ils intervenaient il y a 30 ans. Donc il faut les retrouver autrement. Ce qui veut dire, ça peut être le bénévolat de compétences, bien évidemment, les retraités et autres, mais ça peut être aussi un bénévolat qui peut être plus ponctuel ou aujourd'hui, et là on parlait de numérique tout à l'heure, qui est beaucoup plus lié aussi à un investissement qui va passer, qui va être dématérialisé entre guillemets. C'est-à-dire que ça va passer par les réseaux, ça va être une autre façon d'intervenir. Voilà, en tout cas, je crois que dans l'ESS, et peut-être pas seulement, au sujet de ce militantisme, ce bénévolat, il faut aller rechercher autrement et il faut attendre aussi d'autres formes d'investissement. Pas seulement cet investissement qu'on avait du bénévole qui est ou administrateur ou qui est directement sur l'activité. Donc il faut aussi que l'activité qui soit mise en place soit aussi en lien avec ce nouveau fonctionnement quelque part du bénévole. Et je terminerai en disant aussi que après, il y a une question de choix, et Madame avait raison de le dire. Quand Madame David de parler des scopes en début de notre rencontre, effectivement, on a des scopes qui se sont créés sur la liquidation d'associations où les acteurs ont décidé de ne pas aller sur la forme de bénévolat, etc., et d'être en scope pour pouvoir être totalement investi en tant que salarié, tout en ayant ce fameux équilibre entre le projet économique, les valeurs et l'utilité sociale de la structure. Donc on voit là aussi que le militantisme, pour ne pas dire bénévole, peut aussi être actif sans être nécessairement bénévole, mais aussi pour des formes salariées. Voilà, donc de nouvelles formes peut-être, et peut-être qu'au niveau de la CRES et d'autres acteurs, il faut aussi que nous, on aille sur mieux repérer, comprendre, s'approprier ces nouvelles formes pour aussi mieux intervenir demain, parce qu'on sent qu'il y a un changement qui est en train de se passer. Merci Thierry. On parlait de professionnalisation au sein des structures de l'économie sociale et solidaire, et on sait que ça fait débat. Il y a un certain nombre de recherches qui ont été menées concernant la professionnalisation des bénévoles au sein des associations notamment, et cela fait débat. Dans quelle mesure? C'est qu'il y a une opposition finalement entre professionnalisation, bénévolat, entre professionnalisation et également valeur au sein du projet associatif. Ce fut le cas. Ça a fait débat. Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que vous le vivez, cette dichotomie, cette opposition au sein de vos structures, au sein des structures de l'économie sociale et solidaire? Pour témoigner, en fait, au sein de l'association où moi je suis bénévole, lorsqu'on parle de professionnalisation, de mettre en place des projets... en termes de gestion, notamment professionnalisation. Gestion. Voilà. Ça fait un peu peur parce qu'on se dit les bénévoles, ils sont pas venus là pour ça. Mais je pense qu'il y a nécessité d'accompagner ces bénévoles, de former, de mettre en place des outils pour mieux structurer leur intervention au sein de la structure. Ma casquette de bénévole, militant, c'est qu'en fait, à la base, bénévolat ou le militantisme, moi j'y rattache une notion de plaisir. On y va parce qu'on a envie de se faire plaisir, on a envie de faire plaisir aux autres, on a envie de donner du temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte, l'environnement nous amène et amène les bénévoles d'une façon générale à se professionnaliser pour pouvoir mieux gérer donc, et mieux justifier les sous, piloter des activités, éviter des problématiques contentieuses, mieux encadrer son personnel, gérer la prévention des risques, etc. Et donc c'est vrai qu'on a un cadre particulier ou une conjoncture réglementaire particulière qui amène en fait le bénévole à être moins dans cette notion de plaisir et plus dans cette notion de formation. Ce qui ne l'amène pas, pardon, à véritablement être dans le changement entre sa pratique professionnelle quotidienne et sa pratique extra-professionnelle. Et donc là, on se heurte aussi à des représentations, à des habitudes de vie. Et c'est là, comme vous disiez, le tout, et comme disait aussi M. Lesquelin, c'est de pouvoir aussi changer ses mentalités et avoir peut-être de nouvelles approches, à mieux diagnostiquer où sont les besoins en termes de bénévolat
ou de compétences, et qui et comment les solliciter. Voilà. Et simplement pour revenir aussi sur un point, on a évoqué tout à l'heure ce bénévolat, notamment chez les jeunes. Oui, il y a aussi cette nécessité de pouvoir arriver à convaincre et à mobiliser les jeunes à travers ce bénévolat, mais c'est de se dire, c'est comment le faire véritablement. C'est quelque chose qui est ressorti des ateliers, c'est comment le faire. Est-ce qu'on va utiliser la digitalisation? Est-ce qu'on va utiliser de nouvelles approches à travers des éducateurs qui sont présents au quotidien? Est-ce qu'on va mobiliser aussi des structures qui sont déjà spécialisés, ou sinon intervenir au cœur des territoires à travers des acteurs de l'éducation populaire, à travers des associations qui interviennent déjà au sein de certains quartiers. Voilà. Alors, oui, allez-y. Certains ou certaines parlent de crise de bénévolat. Je peux dire que ce n'est pas le cas en ce qui me concerne, puisque j'ai payé une adhésion de 10 € à une association Réunion Bénévolat. Mais tous les jours, sur ma boîte email, je reçois une demande d'un bénévole qui vient. Mais moi, je suis bénévole. Mais je ne peux pas gérer tout ce monde qui arrive. Ah, donc, il me faudrait un salarié pour pouvoir gérer tous ces bénévoles qui arrivent. Mais quand je vous dis franchement que quand on parle de plan pauvreté, un monsieur qui a parlé de plan pauvreté, je ne cite pas son nom, le 13 septembre 2018, je lui ai écrit le 17 septembre 2018. Cela fait donc, si on compte bien, ça fait 1 an et plus. Jusqu'à présent, je n'ai pas sa réponse. Alors que ma petite association essaie d'aider, de travailler dans ce sens, la pauvreté. Ce monsieur est arrivé à La Réunion. J'aurais pu aller lui servir. Ce n'était pas possible. Il y avait même un pique-nique. Je n'étais même pas convié. Je vais parler de monsieur Macron. Eh bien oui, comment voulez-vous qu'on travaille si on n'a pas les moyens de payer ne serait-ce qu'un salarié dans une association? Donc maintenant, j'ai peut-être une 50aine de bénévoles. Mais si je les invite, il va falloir peut-être organiser un repas pour eux que je ne pourrais pas faire. Vous voyez? Donc c'est là où le bas blesse, je veux dire. Merci. Merci bien, votre remarque est très intéressante puisque cela met en évidence finalement les limites de l'action bénévole. C'est-à-dire à quel moment le modèle peut fonctionner uniquement sur du bénévolat et à quel moment on atteint une taille relativement critique en termes d'effectifs ou également en termes de volonté d'agir sur le territoire qui nécessiterait de sauter le pas et au-delà de la professionnalisation, de développer un modèle économique qui permettrait d'embaucher. Et la question, elle est encore d'actualité, on en débat encore. Le président de cette association Réunion Bénévolat est là, M. Damé Loïc. Il peut vous dire que je ne mens pas. Merci pour votre intervention. Des questions par ici? Alors, Monsieur Blancourt. Donc, bonjour, merci, oui. Donc, Monsieur Blancourt Samuel de la Ligue de l'Enseignement. Alors, effectivement, on accorde une place bien particulière au bénévolat à la Ligue. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur les derniers chiffres que j'ai vus qui sont sortis de Recherche et Solidarité, qui dit qu'un bénévole, enfin un Français sur 4 est bénévole en France. Donc effectivement, il y a une crise du bénévolat, il semblerait, mais du coup, là, à l'heure d'aujourd'hui, je préférais plutôt que l'on parle d'engagement à la Ligue, puisqu'on a remarqué effectivement qu'il y a une baisse des bénévoles au niveau des personnes qui sont adhérents à la Ligue de l'Enseignement. Mais lorsque l'on met en place, lorsque l'on met en œuvre des actions, il y a du monde qui viennent et qui ont envie de donner un coup de main. Donc ces personnes-là, du coup, on les accueille, on essaie de valoriser ce qu'ils font. Du coup, on remarque aussi que ces personnes, même s'ils interviennent sur des actions ponctuelles, montent en compétences et ils ont besoin de reconnaissance. De ce fait, on essaie quand même du coup de les accompagner du mieux qu'on peut. On passe par pas mal d'outils, notamment par le biais du numérique, avec des actions comme les Open Badges. Mais ce qu'on essaie de valoriser surtout, en fait, c'est tout ce que ces personnes-là apportent à l'intérêt général quand elles agissent. Donc, on parle effectivement de crise du bénévolat, mais on est persuadé, en fait, c'est vraiment notre... on va dire vraiment, c'est au fond vraiment du cœur de nos actions, persuadé que l'engagement en fait n'a jamais été aussi fort du coup dans notre tissu associatif et qu'on essaie
justement de remettre de l'humain dans toutes les actions que l'on met en œuvre. Et lorsqu'on aborde effectivement pas mal de points négatifs, lorsqu'on fait remonter des choses lors des ateliers, au final, je trouve que c'est pas plus mal puisque ça permet en fait d'essayer d'aller encore plus loin vers la société qu'on a envie de construire ensemble. Merci bien pour ta contribution. Juste pour conclure cette thématique, je vais reprendre les propos de Daniel Demoustier qui nous parlait de crise d'identité de l'économie sociale et solidaire. Et là, à travers ce que vous avez dit, vous avez illustré finalement cette crise d'identité. Crise d'identité entre l'économique et le social. L'économie sociale et solidaire, c'est un continuum avec d'une part des structures qui ne font que du social et de l'autre côté des structures qui sont plus dans l'économique, et se pose la question véritablement de la cohabitation entre ces structures, notamment au sein de la CRES, quand on doit les représenter et porter une vision partagée. Et également, se pose également la question du modèle économique et du modèle social, eh bien, au sein des structures, comme vous le faites à différents niveaux. Se pose la question également de la crise d'identité concernant la professionnalisation, de cette dichotomie entre professionnalisation et bénévolat. Est-ce qu'on doit opposer cela ou pas ? Et également, crise d'identité concernant cette crise du bénévolat. Je vous remercie tous et toutes pour votre présence et pour ce partage de réalité, ce partage de petits moments de vos expériences vécues et qui restent également à vivre. Nous sommes donc arrivés à la dernière séquence de cette émission consacrée à la clôture du mois de l'économie sociale et solidaire. Et il s'agira de remettre des prix afin de reconnaître les bonnes pratiques des entreprises de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Avant de laisser place au lauréat 2019, je vous propose de visionner une courte vidéo mettant en valeur, en lumière, le lauréat de 2018. Et nous, on a candidaté, déjà c'était pour rendre visible notre projet. Voilà, c'était le premier élément. Et on va créer une structure ESS en 2020. On va passer d'une association à un modèle de société coopérative d'intérêt collectif. Et en fait, ce passage-là, qu'on a envisagé de faire, on pense qu'on aura besoin de l'expertise de la CRES pour le faire. Voilà. Et aussi, c'était un moyen donc, de communiquer sur ce projet qui est en cours et de montage qui est en cours. Donc voilà, c'est une option à la fois de publicité, une option aussi pour nous de solliciter l'expertise de la CRES sur ce domaine. Le projet de Cacao Pays était vraiment un projet axé sur le développement du territoire et le développement de l'île. Alors ce développement, le but c'est de créer une filière, donc une filière verticale de cacao, production chocolat, en agroforesterie et bio, avec les principes de l'économie sociale et solidaire. Ce sont ces principes qui vont permettre à l'ensemble des acteurs, grâce à la transparence, grâce à la participation de tous à la réussite du projet, et bien de réussir, d'avoir le plus grand pourcentage, la plus grande chance de réussite. Dans le système de l'ESS, le client et le fournisseur font partie intégrante du système productif. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle des systèmes intégrés. Et donc, tout le monde a intérêt à trouver la meilleure entente possible pour fabriquer le produit dans les meilleures conditions possibles. Et c'est un projet aussi qui permet aussi, alors dans la partie économie sociale et solidaire, de permettre aux jeunes aujourd'hui qui ont tendance, à cause de la monoculture de la canne, de sortir de ce qu'on appelle des grandes cultures, et bien à travers cette culture-là, ou d'autres cultures, des cultures de reconnecter la jeunesse à la terre.
annoncé Jérôme Gardaudy, nous allons pouvoir procéder à la remise des prix de l'ESS 2019. 4 prix vont être remis par un certain nombre d'intervenants, et notamment pour la CRES Thierry Lesquelin, et également, que vous connaissez déjà, et également Jean-Hugues Grondin, qui est administrateur de la CRES et délégué régional de l'Union régionale des SCOP. Nous allons donc remettre 4 prix. Le premier prix concernera donc le prix coup de cœur du jury, le deuxième, le prix utilité sociale, le troisième, le prix de la transition écologique, et enfin le quatrième, ça sera le prix pour le lauréat régional 2019. Alors on ne va plus faire durer le plaisir. Le suspense. Oui, merci. Oui, on va plutôt commencer. Je suis stressé là. Oui, merci. Alors, concernant le prix coup de cœur du jury, nous allons appeler Madame Edmond Justine, qui représente l'association ACH, Association Coopération Humanitaire. Si vous voulez bien nous rejoindre, s'il vous plaît, Madame Edmond. À qui nous allons remettre le prix coup de cœur du jury. Et ce qu'on vous propose également, c'est que nous allons ensuite pouvoir échanger avec chacun des lauréats et des différents intervenants autour de la table. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bien, je suis très touchée. Je suis très touchée que la CRES m'offre une telle distinction. Et j'ai bénéficié des services de la CRES il y a au moins 10 ans et je pense continuer très fortement. Merci Madame Edmond. Je vous invite à rejoindre Monsieur Gardaudy autour de la table. On va passer maintenant à la deuxième distinction ou valorisation concernant le prix utilité, le prix utilité sociale, oui, c'est bien cela, qui sera remis donc et qui est décerné à l'association Art pour tous, basée à Saint-Joseph. Et ce prix sera remis à Monsieur Beaulieu, qui représentera donc l'association Art pour tous, Monsieur Beaulieu, le président du mouvement associatif Réunion. Je voudrais, au nom de Françoise, la directrice bénévole de Case Art Tous, vous remercier. Merci. Nous allons passer maintenant au troisième prix, le prix Transition écologique, qui sera remis et qui a été décerné à la SCOP RD2A, représentée donc par Madame Perche Mélanie. Donc, alors, on va vous mobiliser encore quelques minutes, puisqu'en fait, au-delà du prix de la transition écologique, les membres du jury, donc pluridisciplinaire, depuis ces dernières années, a souhaité vous décerner également donc, le prix régional donc de l'ESS 2019, que Monsieur Lesquelin vous remet. Et également, nos autres partenaires vont vous remettre aussi des récompenses numéraires. Voilà, donc je laisse messieurs... voilà, alors vous avez une première distinction donc, qui, du moins un premier chèque de 1 000 € qui vous est remis par la BRED, Monsieur Urbain, en son représentant, directeur régional. Un deuxième chèque également qui vous est remis par Monsieur Esteb, donc de 1 000 € du Crédit Agricole. Et enfin, un troisième chèque de 1 000 € également qui vous est remis par Monsieur Grondin, donc de la part du CNCRES et de la CRES. Donc ce que je vous propose, c'est de passer... à table, oui, merci. Avec les confitures. Voilà.
La petite cuillère, voilà. Venez, 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 on va... Venez, assis. Venez-vous là. Bravo à tous et à toutes pour ces distinctions. C'est la reconnaissance de votre travail, de votre exemplarité en termes de projets et des mises en œuvre de vos actions. Je poserai une première question à l'ensemble de ceux qui ont remis ces prix. Quels sont les éléments sur lesquels vous vous êtes basés, des éléments peut-être d'excellence en termes de pratique, en termes de vision, de démarche, sur lesquels vous êtes basés pour transmettre, remettre ces prix? Oui, je vais répondre. Alors, déjà simplement pour refixer le cadre général des prix de l'ESS, si tu le permets. Donc les prix de l'ESS... Sinon ça se décroche, donc il vaut mieux... D'accord. Voilà. Donc les prix de l'ESS à La Réunion s'inscrivent dans le cadre d'une démarche nationale. Voilà, c'est la 5e édition à La Réunion pour 2019 qui est mise en place sur les prix régionaux ESS. Et dans ce cadre, on s'inspire d'un cadre national qui permet de définir 4 critères de décision et de sélection des candidats ou des projets présentés, des établissements présentés. Premier critère, c'est l'ancrage territorial du projet. Le deuxième critère concerne donc l'impact de ce projet. Donc l'impact territorial, on en parle beaucoup, ou l'impact sociétal également. La pérennité du projet, le modèle économique choisi. Et dernier critère, le potentiel de développement. Donc on l'a abordé tout à l'heure, notamment dans le cadre des rencontres territoriales. Cela concerne l'essaimage et le réseautage et le niveau de partenariat qui est mis en place. Donc ce sont les 4 critères qui ont permis à l'ensemble des membres du jury de pouvoir sélectionner donc ces lauréats. Merci bien. Je me tourne vers les lauréats. Que ressentez-vous? Alors, ça marche là? Oui, allez-y. Je suis un petit peu émue. Hein. Oui. Donc, je vous remercie beaucoup. Alors, évidemment, ma première pensée, elle va... je pense qu'on va en parler un petit peu plus de l'action qui est concernée. Hein, mais comme il s'agit d'un réseau, elle va vers les acteurs et les actrices qui sont... au final, les vrais, normalement, personnes et opérateurs qui devraient recevoir ce prix. Et puis c'est vrai que ça fait plaisir de voir son travail et son engagement reconnu. Je pense qu'il y a des personnes autour de la table qui comprendront très bien. Vous pouvez nous décrire rapidement l'activité qui a été récompensée? Oui, alors, en 2 mots, RD2A, c'est une petite scope qui fait de l'accompagnement de projets. On est 2 associés salariés. C'est une organisation qui existe depuis 2013. Du coup, notre cœur de métier, c'est plutôt de la méthodologie. Mais depuis 2014, on a travaillé de manière de plus en plus importante sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc, RD2A porte depuis maintenant pratiquement 2 ans la création du Régal Réunion. Régal, c'est Réseau pour éviter le gaspillage alimentaire. Il existe quelques régals à l'échelon régional en métropole. Le Régal Réunion qui a été lancé le 16 octobre dernier, puisque c'était la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire, et le premier Régal d'outre-mer. Et l'objectif, c'est bien de faire du lien, de valoriser les bonnes pratiques et puis de valoriser et soutenir des synergies collectives pour lutter contre le gaspillage alimentaire et pour promouvoir le bien manger, du coup, pour soi et pour la planète sur notre île. Merci bien. Voilà. Bravo pour votre implication, votre engagement. Madame, un petit mot sur votre ressenti et sur les actions que vous développez, que vous menez. Alors, mon ressenti, il est bien sûr... Eh bien, je suis toute heureuse que la CH soit reconnue parce qu'à travers le prix, je suis bien nominée, mais c'est surtout l'association en elle-même qui mérite cette distinction. Notre association, elle existe depuis 1992. Son aide, c'est surtout pour aider, son objectif, c'est surtout aider les plus démunis. Alors, si je vous disais que demain, c'est notre arbre de Noël pour les plus démunis, nous avons 200 enfants
qui reçoivent l'arbre de Noël, qui reçoivent leurs jouets de Noël à la Maison du Bonheur, des enfants les plus démunis. Cette année, nous avons mis en place un nouveau projet que nous appelons les ateliers solidaires et qui se fait uniquement dans le recyclage. Et ce vendredi et samedi prochain, nous ouvrons notre première boutique éphémère avec des démunis. Vous savez, au fait, on a commencé au 1er mai de cette année. Et le but, c'est de se dire, on a une dizaine de femmes qui se trouvent démunies et on a aussi 2 garçons qui sont handicapés. Donc, avec les produits que nous recyclons, eh bien, ils font de très belles toilettes, ils font de très beaux sacs, ils font des tas de choses. Et nous ouvrons notre première boutique éphémère, donc, vendredi et samedi prochain. Vous êtes tous invités à venir à cet atelier. Et je vous dirais, ça fait 28 ans que je mène cette association. Je suis la fondatrice. Depuis 28 ans, eh bien, c'est un plaisir à chaque fois qu'on voit un démuni réussir. Et là, pendant les 7 mois de fabrication de projets, nous avons déjà une qui, l'année prochaine, va ouvrir sa petite entreprise de couture. Alors là, je pense que j'ai tout dit. Si vous voulez tout savoir sur le CH, eh ben, venez nous rencontrer. On est là, disposés à écouter tout le monde. J'ai bien aimé les problèmes sur le bénévolat. Et on a beaucoup discuté, mais je reviendrai vous voir sur le bénévolat. C'est promis, c'est juré. On saisit l'invitation. Jean-François, en tant que représentant du statut et de la famille associative à la Réunion, pourquoi est-il important de reconnaître ces bonnes pratiques, ces démarches exemplaires, et qu'est-ce qu'une bonne pratique et une démarche exemplaire au sein d'une association? Alors tout d'abord, l'association qui a reçu cette distinction, c'est Art pour tous, qui existe à Saint-Joseph depuis 14 ans et qui a créé aussi ce qu'on appelle la case Art tous, et la case Art tous qui est là depuis 10 ans. Donc vous voyez une certaine pérennité, ça traduit bien maintenant, vous voyez le bout du chemin qui a été parcouru, et cette association, de par sa distinction, catégorie utilité sociale, est une école du vivre et faire ensemble, qui lutte contre l'illettrisme, la prévention de la délinquance et aide à la personne la plus fragilisée. Et les adhérents, 350 actuellement sur Saint-Joseph, de 2 ans à 95 ans. Voilà, donc si je cite les missions et ce qui se passe dans cette association, c'est pour bien montrer l'exemplarité, la pérennisation, l'ancrage que peut avoir une association et les valeurs qu'elle peut apporter à la population dans l'intérêt général. Voilà, pour la première partie. Un mot au niveau du mouvement associatif? Alors le mouvement associatif de la Réunion regroupe, c'est une coordination qui regroupe des fédérations telles que la Ligue de l'enseignement, le CRAGEP, l'URIOPS au niveau du social, et le CROSS, le comité olympique sportif, et j'en oublie un, c'est pas l'UDAF, que tout le monde connaît. Et cette coordination a permis de faire signer une charte d'engagement réciproque, la charte des engagements réciproques entre l'État, les collectivités et le mouvement associatif, de manière générale. Et cette charte permet est un cadre, un outil qui permet justement, je cite un exemple, de consolider les subventions à travers des conventions pluriannuelles d'objectifs, par exemple. Voilà. Bon, après, il y a d'autres engagements de part et d'autre, aussi bien de l'État, des collectivités. Donc voilà notre rôle. Et nous aurons une conférence, donc j'invite à tous ici, le 17 décembre, à l'université, mais du côté de l'autre côté. Du Moufia. Du Moufia.
sur une conférence sur la vie associative et l'engagement. Voilà on y sera. Qui on est. À travers la charte des engagements réciproques, on se rend compte que les bonnes pratiques ne sont pas uniquement au niveau micro au sein des entreprises, mais que les bonnes pratiques doivent être également régies et mises en œuvre au niveau un peu méso, c'est-à-dire entre les partenaires sur le territoire, oui, alors, au niveau institutionnel. Alors sur les bonnes pratiques, on essaye de développer l'accompagnement aux associations actuellement à travers les centres de ressources. Il existe des centres de ressources d'accompagnement, mais ces centres de ressources, chacun travaille de son côté. Ça demande énormément de moyens et on est en train de voir comment on peut se regrouper pour mutualiser ensemble et apporter beaucoup plus de soutien aux associations de proximité. Je cite un exemple, en centre de ressources, et on parlait tout à l'heure de professionnalisation. C'est un mot qui porte à confusion, hein, parce que quand on voit professionnel, on voit de suite l'employé, etc. Moi, je voyais plutôt une montée en compétences, comme a dit Thierry tout à l'heure. Mais pour ceux qui souhaiteraient avoir un emploi, je prends l'exemple du centre de ressources d'information des bénévoles dans le domaine du sport, qui s'appelle le CRIB, où nous avons le tiers de confiance, c'est-à-dire que les associations n'ont pas à gérer l'emploi, n'ont pas à gérer l'embauche, et n'a pas à gérer les fiches de paye. Tout ça, c'est réalisé par le centre de ressources. Ce qui permet de libérer totalement le rôle du bénévole, c'est d'aller mettre en place son projet politique et aller chercher malheureusement des subventions, mais ensuite, s'il faut aller sur d'autres subventions beaucoup plus importantes, nous sommes en train de militer pour la mise en place d'une plateforme qui permettrait aux associations d'avoir de l'ingénierie de projet, de l'ingénierie de finance et, je regarde nos banquiers, et d'avoir une trésorerie suffisamment à l'avance au taux zéro, hein, parce qu'on ne peut pas obtenir l'ensemble des subventions. Je prends le cas des subventions européennes, hein, si on veut aller sur le FSE, et ici il y a beaucoup de gens qui vont sur le FSE, on vous paye service fait. Or, le service fait, il faudra attendre encore 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce qui fait que les trésoreries, la trésorerie des associations ne peuvent pas suivre. Et nous avons besoin, et actuellement on se bat pour ça, d'avoir un soutien sur la trésorerie, des avances de trésorerie permettant la continuité des associations. Voilà un peu les différentes... Si vous permettez, M. Beaulieu, je rajouterai quelque chose. Le micro, madame. Monter un dossier FSE, pour nous, petite association, c'est qu'on est le citoyen lambda, il faut avoir minimum bac plus 5 pour essayer de comprendre comment le monter. Parce que je peux vous assurer, j'ai passé mon temps cette année, hein, à monter et à descendre, et à aller voir ce que c'est. Je pense que cette belle institution qui a mis en place le FSE devrait, si j'ai un souhait à former, à mettre une personne à notre disposition pour aider un des membres de l'association à monter le projet. Déjà, comme vous dites, il faut attendre 3 ans pour avoir le remboursement, mais c'est quelque chose de presque insurmontable pour nous, à petite association. Bon, là, c'est ce que je viens de préciser, c'est que notre combat actuellement, c'est mettre en place cette plateforme afin qu'on soit suffisamment accompagné en matière d'ingénierie de projet et ingénierie de finance, pour que les deux puissent fonctionner en adéquation. Et si la CH n'est pas de l'UDAF, n'est pas du CRAGET, est-ce qu'on peut bénéficier de votre aide? Nous, on soutient toutes les associations et on les oriente là où les compétences existent. Hein. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein. Alors, je profite de la perche qui nous est tendue concernant les financements pour saluer la présence du Crédit Agricole et de la BRED autour de cette table. Et on va démystifier un peu la présence des banques au sein de l'économie sociale et solidaire. Souvent, on a vu que l'économie sociale et solidaire, c'est une grande famille, un continuum avec plusieurs dimensions, de la petite association, entre guillemets, sans être péjoratif, de quartier
qui vit uniquement de bénévolat, en passant par les mutuelles, les coopératives qui font un peu plus d'activité économique et jusqu'aux banques. Du coup, donc, ma question, elle est pour les deux représentants de ces banques issues de l'économie sociale et solidaire. Dans quelle mesure, question un peu naïve, dans quelle mesure vous faites partie de l'économie sociale et solidaire? Il est important de démystifier un peu cela et de le rappeler. Et pourquoi il est important pour vous aujourd'hui de valoriser les actions, les pratiques qui ont été récompensées? Je vais commencer à répondre. Enfin, naturellement, on fait partie de l'économie sociale et solidaire parce qu'on est des banques mutualistes ou coopératives. Et dans notre mode de fonctionnement, aujourd'hui, on appartient à nos clients qui sont des sociétaires et qui décident avec nous et qui co-construisent, on a entendu le mot tout à l'heure, co-construction, ce qu'on souhaite faire sur les territoires sur lesquels on est. Voilà. Et ça change beaucoup de choses dans la stratégie qu'on déploie sur les territoires et sur notre façon de voir les choses. On s'inscrit un peu plus long terme, avec certes recherche du profit qui nous permet de réinvestir, mais on réinvestit dans ce qu'on sait faire et de ce qu'on fait sur le territoire. Voilà, et puis on partage beaucoup de choses avec l'économie sociale et solidaire. La principale pour nous, la Bred Banque Populaire, je pense, c'est l'investissement dans le capital humain. On subit les mêmes transformations que beaucoup d'associations, j'entendais tout à l'heure, sur l'évolution du digital, qui est en train de changer fondamentalement notre métier. Mais aujourd'hui, notre ambition, c'est de résister grâce à ce qu'on apporte et à ce que nos conseillers, nos collaborateurs apportent, c'est-à-dire le capital humain qui fait la différence. Voilà, dans toute entreprise, je pense que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Donc voilà, et puis on est membre à part entière aussi, j'ai oublié de le préciser, de la Chambre. Voilà, on passe pas une seule fois par an pour remettre 3 chèques. Je pense qu'on est également engagé au conseil d'administration de la Chambre parce que on s'intéresse à ce qui se passe sur le territoire. On a fait à l'initiative de Frédéric et des membres du conseil d'administration des journées de réflexion sur justement sur les financeurs de l'économie sociale et solidaire l'année dernière pour essayer d'entendre ce qui manquait. La difficulté d'accès, ne serait-ce qu'à un conseiller qui sache de quoi on parle quand on va voir dans une banque. Donc, sinon on tombe sur trop de conseillers polyvalents et puis finalement on a du mal aussi à monter son dossier et puis à bien comprendre. Donc pour que le monde associatif parle le banquier, c'est pas facile, hein, et que nos conseillers parlent un peu le monde associatif aussi en langage. Voilà, c'est pas évident. Donc pour démystifier tout ça. Voilà, on a évoqué ces relais sur subventions qui sont quand on arrive à avoir la subvention, qui est déjà la première étape. Ensuite, il y a l'histoire du relais. Et c'est vrai que dans le monde associatif où si on paye à 2 ans, 2 ans et demi en moyenne, les associations ont le temps de mourir. Voilà. Mais on en est conscient, parce qu'à la CRES aussi on en est conscient. On a les mêmes difficultés en tant que chambre, donc on est en plein dedans. Ils sont exemplaires là-dessus. Non, on est en plein dedans, donc voilà. Et puis aujourd'hui, lorsqu'on est acteur sur un territoire comme La Réunion, c'est important d'être présent et essentiel pour nous d'être acteur sur ce monde associatif au sens large. Didier, on a démystifié aussi, on a fait tomber la veste, on a dit. Ouais. On a gardé la cravate pour que vous nous reconnaissiez. Un signe de reconnaissance. Peut-être en rebond à ce que disait Stéphane, en quoi le Crédit Agricole est-il légitime à être dans l'économie sociale et solidaire? D'abord parce que dans ce qu'on a entendu cet après-midi, on vit exactement les mêmes choses. Nous avons dans notre dispositif environ 850 salariés, mais nous avons également des administrateurs au nombre de 180 qui sont finalement nos bénévoles, qui sont là bénévolement et qui viennent faire le lien entre la banque, les salariés et le territoire. Et puis, on est économie sociale et solidaire aussi parce qu'on partage les mêmes valeurs. Les valeurs du Crédit Agricole, c'est celle de la proximité, l'ancrage territorial. Nous sommes uniquement basés à La Réunion. Nous, Crédit Agricole de La Réunion, toutes les décisions, nous les prenons localement. Et l'argent que nous gagnons, nous le réinvestissons automatiquement sur le territoire de La Réunion. Ça fait partie aussi de notre modèle. Nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer. L'argent qui est gagné est redistribué aux sociétaires et au territoire. Et ça fait là aussi une vraie différence. Je crois que la deuxième valeur qu'on partage, c'est celle de la responsabilité. Alors c'est la responsabilité vis-à-vis de notre prochain, c'est l'humain. C'est la responsabilité aussi vis-à-vis du territoire et comment
à travers différents critères de l'économie sociale et solidaire. De temps en temps, nous sommes touchés par l'environnement qui est autour de nous, par des gens qui sont en situation de fragilité, mais aussi par un territoire qui peut être en situation de fragilité. Et puis, comme on a la conviction qu'on n'arrive jamais tout seul, notre troisième valeur, c'est celle de la solidarité. C'est de travailler aussi ensemble, de donner l'opportunité de rencontrer le maximum d'acteurs du monde associatif. Chaque année, la Caisse régionale subventionne 250 associations. Alors c'est une partie de financement, ça ne règle pas tout, mais surtout ce qui est important, c'est que c'est autant d'opportunités de rencontrer des porteurs de projets, d'échanger sur les difficultés, de trouver à travers nos propres salariés et nos administrateurs des bénévoles de manière ponctuelle ou de manière plus durable, de mettre à disposition des moyens, je pense notamment en termes d'espace, pour que les associations puissent se réunir. Donc oui, je nous sens à la fois dans un format d'économie, mais plutôt dans un format très humaniste et très au service du territoire. Merci à tous les deux pour ces éléments de précision légitimant votre place au sein de cette grande famille, et c'est rassurant finalement d'entendre que vous prenez également à bras le corps ces problèmes de financement et de modélisation économique des différentes structures de l'économie sociale et solidaire. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vais proposer à Jean-Hugues Grondin, administrateur de la CRES, de nous faire un peu part de son ressenti au regard de ce qu'il a pu entendre et voir dans le cadre de cette émission au nom de la CRES. Ce que j'ai pu entendre et voir, malheureusement, j'ai pris un petit peu de cours. L'administrateur en face de moi avait commencé de bien plus tôt. Mais c'est vrai que ça rentre pleinement dans le rôle de la CRES de pouvoir donner comme ça la parole à des porteurs de projets, à des gens qui, les mains parfois dans le cambouis, comme on dit, pour essayer de monter de projets, pour se battre un petit peu partout. Elle, que je connais depuis quelques temps, comment on arrive à s'accrocher, les 3 personnes là-bas à qui on avons discuté aussi sur des porteurs de projets. C'est ça aussi le rôle de la CRES. Pouvoir mettre en valeur quelques projets, quelques personnes, et à travers vous, toutes les actions qui sont menées sur le terrain. Bien entendu, l'économie sociale, pour une fois, je vais commencer par le haut pour redescendre. Ça part des banquiers ou ça part des grandes mutuelles pour arriver sur des petites associations, mais c'est tout ça aussi qui fait la force du territoire. Et si on est capable après de mettre sur une même table des banquiers, des petites associations, des gens qui ont envie de faire, on va peut-être trouver des moyens de financer ou de s'entendre. On ne résolvera pas tous les problèmes. Il y aura toujours des questionnements à se poser, mais au moins il y aura toujours une émence de débat et de discussion. Je pense que là-dessus, le rôle de la CRES est primordial. Merci. Merci bien. Nous arrivons à la fin de cette émission. J'aimerais, puisque cette organisation l'organisation de cette émission a également été s'inscrit dans une logique solidaire, je souhaiterais remercier un certain nombre de personnes. Avant tout, l'ensemble des personnes, de nos invités qui ont accepté de témoigner et de nous faire part de la richesse de leur parcours et de leurs expériences. L'ensemble des personnes qui sont venues aujourd'hui au sein du public, merci beaucoup. Je souhaiterais également remercier tous les services de l'Université de La Réunion qui ont contribué à la réussite de cette émission, l'Institut du numérique, l'IAE Réunion, la DUNE également, et les autres services tels que la communication qui nous ont aidés à réaliser cette Web TV. Je souhaiterais remercier également la CRES, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, ses administrateurs, ses bénévoles, ses militants et également ses salariés. Je souhaiterais également remercier l'entreprise Nawar, qui a organisé, qui a été chef de production et d'exécution opérationnelle de cette Web TV et de cette émission. Je vous donne rendez-vous au mois de février pour une nouvelle émission sous un autre format, promesse, engagement et prix, et je vous transmets mes... Oui, j'oubliais. Petit remerciement, ou grand remerciement, aux Palettes de Marguerite. Grâce à cette association, on touche du bois, grâce à cette association, nous avons bénéficié
de ce décor, de ces meubles. Palette de Marguerite, qui est également une association exemplaire, puisqu'elle intervient dans le domaine de l'insertion par l'activité économique, qui a pour objectif de rapprocher du monde du travail les personnes qui en sont éloignées, et qui œuvre également, qui développe une activité dans l'économie séculaire, puisqu'il s'agit de revaloriser les palettes. Voilà, donc un grand merci à eux qui nous ont mis à disposition ces meubles. Donc rendez-vous est pris au mois de février, comme je le disais, pour une nouvelle émission, afin d'alimenter notre Web TV sous un autre format. Et permettez-moi de vous souhaiter un bon week-end, une belle soirée, et permettez-moi également de vous transmettre mes salutations solidaires. À bientôt.